Et si la réalité avait une architecture, une structure invisible qui la sous-tend? Dans cette présentation, on va décortiquer un modèle assez fascinant qui décrit l'univers, de sa plus petite particule jusqu'à un immense drame cosmique. Alors, voici notre feuille de route. On va commencer par le plus petit élément, la brique de base de l'existence. Ensuite, on verra comment tout ça s'anime dans la danse de la création et comment ça forme les plans de la réalité. Puis, on s'intéressera au but de tout ça, le courant de l'évolution, avant de plonger dans un sujet plus intense, la guerre pour la conscience. Voilà la question qui est vraiment au cœur de tout ce qu'on va voir. C'est une idée qui bouscule un peu tout, la séparation qu'on fait d'habitude entre la matière et l'esprit, et si au fond, c'était une seule et même chose. Allez, on y va. On commence par les fondations. Pour comprendre un édifice, il faut d'abord regarder la brique qui le compose. Eh bien là, c'est exactement ce qu'on va faire. Et cette brique fondamentale, dans ce système, elle porte un nom, le parti-qui. Ce sont les plus petites unités d'énergie consciente qui soient. Pensez-y comme la substance divine qui compose absolument tout, la matière, l'antimatière et même la conscience elle-même. Ce n'est pas juste de l'énergie inerte, non, c'est de la conscience à l'état pur. Et attention, ces particules ne sont pas du tout statiques. Au contraire, elles sont décrites comme de minuscules générateurs dynamiques qui produisent constamment de l'énergie par un processus de fission et de fusion. C'est un peu comme si chaque point de l'univers était un petit moteur perpétuel qui alimente le cosmos tout entier. Pour avoir une idée de leur taille, ou plutôt de leur petitesse, accrochez-vous bien. On estime qu'il y aurait 800 milliards de particules dans un seul photon de lumière. Un seul. Ça donne le vertige, non? On est à une échelle bien plus fondamentale que les particules subatomiques que la science étudie. Bon, d'accord. On a donc les briques, les particules. La question logique maintenant, c'est comment est-ce qu'elles construisent quelque chose? Quel est le mécanisme qui permet à ces points de conscience de créer la réalité si complexe qu'on connaît? Eh bien, l'idée, c'est qu'un parti-qui se divise en deux sous-unités qui ont des propriétés opposées. D'un côté, on a le particom. Il a une pulsation plus lente, il est magnétique, et c'est lui qui forme les particules de notre univers. De l'autre côté, il y a le partica. Pulsation plus rapide, base électrique, et c'est lui qui forme les antiparticules d'un univers parallèle au nôtre, un univers miroir si on veut. Et tout ça suit un cycle en 5 étapes, une sorte de respiration cosmique. Une unité parti-qui entre dans le système, elle crée une copie d'elle-même, puis l'original se divise en particules et particas. Ces deux-là sont ensuite attirés l'un vers l'autre, ils fusionnent avec la copie et renvoient l'énergie à la source. C'est cette pulsation constante, ce clignotement entre manifestation et non-manifestation, qui serait le moteur même de l'existence. Ok, petite pause, on fait le point. On a vu l'unité de base, le particula. On a vu qu'il pulse, se divise et crée notre univers et son jumeau d'antimatière. C'est ça, la danse de la création. Maintenant qu'on a ces bases, on va monter d'un niveau et voir comment tout ça construit l'architecture de la réalité. Alors, quand les particules se regroupent, ils ne le font pas au hasard. Ils formeraient des structures cristallines qu'on appelle des cheions. Ces structures sont la toute première densification de l'énergie consciente. C'est la transition de l'immatériel vers une substance qui précède la matière telle qu'on la connaît. Et ça ne s'arrête pas là. Ces cheions s'assemblent ensuite pour former des motifs encore plus complexes, les codes cheions. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ces codes fonctionneraient comme le code source, le programme informatique de la réalité. Ils seraient les instructions qui dictent la forme de l'ADN, les rythmes biologiques et même la structure de la conscience. En gros, ces codes Kion créent un champ d'énergie qui maintient la forme. C'est une sorte de gabarit, un moule invisible derrière toute chose, que ce soit une particule ou une personne. C'est ce champ morphogénétique qui ferait en sorte qu'un chêne reste un chêne et qu'un être humain garde sa forme humaine. D'accord, mais pourquoi? Quel est le but de ce système si complexe de codes et de modèles? S'il y a une architecture, il doit y avoir un architecte, ou au moins une intention, non? Quel est le sens de cette construction hyper élaborée? Selon ce modèle, l'évolution n'est pas du tout aléatoire. Ce serait un processus conscient qui consiste à assembler des codes de plus en plus complexes dans notre propre modèle personnel. Autrement dit, évoluer, c'est améliorer son propre plan architectural pour pouvoir accueillir et exprimer un niveau de conscience plus élevé. Pour faciliter ce processus d'évolution, il existerait un courant d'énergie bien particulier, le courant Maharata. Il viendrait de dimensions supérieures et permettrait, une fois qu'on l'incarne, une véritable transformation cellulaire, une ascension au-delà des cycles de vie et de mort du monde matériel. Ce tableau nous donne le détail des fréquences qui composent ce courant, qu'on appelle parfois le courant Christos. On voit que chaque composante est associée à une dimension supérieure,
un son et une couleur. L'idée, c'est que l'intégration de ces 3 fréquences est la clé pour activer notre plein potentiel d'ADN et atteindre la maîtrise biospirituelle. Allez, on fait une dernière pause pour résumer. On a donc vu cette architecture de la réalité, des parties qui s'assemblent en quilons, qui forment des codes, les plans de notre ADN et de notre conscience. Le but du jeu, c'est l'évolution, l'assemblage de codes plus complexes avec l'aide du courant Maratha. Maintenant qu'on a posé le décor, on peut explorer le récit d'un conflit qui se déroulerait pour le contrôle de ces plans. Au cœur de ce drame cosmique, il y aurait donc une lutte. Une lutte pour le contrôle du processus de maîtrise biospirituelle. D'un côté, des forces qui enseigneraient comment utiliser cette architecture pour évoluer, et de l'autre, des forces qui chercheraient à la manipuler pour asservir. Deux approches s'opposent complètement. La première, c'est la maîtrise authentique. Ça demande de la connaissance, du travail, de comprendre les lois de la physique de la conscience pour construire son potentiel évolutif. La seconde, c'est la manipulation. On offre des raccourcis illusoires, des solutions miracles qui flattent l'ego, mais qui visent en réalité à détourner l'énergie d'une personne pour servir un agenda de contrôle. Et dans ce récit, l'opposition est identifiée comme une alliance spécifique. Différents groupes, qui normalement sont en compétition, se seraient unis avec un objectif commun, empêcher l'humanité d'accéder à la connaissance de sa propre maîtrise et prendre le contrôle des structures énergétiques de la planète. Récapitulons les concepts fondamentaux de tout ce qu'on vient de voir. C'est l'occasion de rassembler toutes les pièces du puzzle qu'on a assemblées jusqu'ici. Voilà la logique du système en résumé. Tout part des partikis et de leur cycle créateur. Ce processus construit les plans de l'évolution. Mais il est aussi au centre d'un conflit cosmique. Du plus petit au plus grand, chaque élément est connecté. Ce cadre offre une réponse possible. Il suggère qu'on est à la fois le code et les programmeurs. Mais ça nous laisse avec une dernière pensée assez vertigineuse à méditer. Dans quelle mesure sommes-nous conscients du code que nous écrivons chaque jour, à chaque instant ?